donner la parole à la salle. Qui veut prendre la parole, poser une question? À gauche, juste à côté de toi. Et justement, quand vous évoquez cette espèce de contradiction entre les process, les tableaux Excel qu'on ne jette pas par-dessus bord, mais on doit être aussi collaboratif, innovant, créatif, et qu'on dit empowerment, autonomie dans le travail, cette notion d'empowerment, ça veut surtout dire il faut faire tout à la fois. C'est en plus, quoi. C'est pas l'un à la place de l'autre. Il faut réussir à faire les deux. Et donc, il faut peut-être travailler plus tard encore, ou c'est ça l'idée? On va prendre plusieurs questions. J'ai vu la main de Xavier également, qui s'était levé. Je scrute la salle. Oui, bonjour. Vas-y. Ouais. Question aussi à tous les membres de la table ronde, y compris en tenant compte de l'évolution du digital et que vient d'évoquer Pascal, qui est aussi un récit avant d'être une mutation avérée, hein, aboutie et concernant tout le monde. Là, il y a un mot qui est peut-être pas très sorti quand même, la question de la sélection. La question de la sélection, qui est quand même comment on régule l'accès aux ressources rares que peut de temps en temps dispenser l'organisation, l'employeur, la communauté, le réseau, je ne sais pas quoi. Hein. C'est-à-dire les ressources rares, c'est-à-dire l'argent, l'augmentation, c'est-à-dire parfois la formation, c'est-à-dire aussi des bonnes conditions ou des mauvaises conditions de travail, et puis de temps en temps une promo, quoi. Voilà. Donc, alors dans le cadre du Tayloro fordien, effectivement, on a l'entretien annuel et les gatekeepers qui appliquent des procédures. On sort des procédures, la sélection. Voilà. Et oui, sur l'entretien annuel simulacre notamment par la mise en scène de la comédie du pouvoir, disait Bernard Gallambeau, hein, mise en scène de la comédie du pouvoir, y compris dans cette dimension de justice procédurale. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'à la fin, tout le monde sera payé pareil, ou on sera payé pour d'autres raisons que pour le travail, mais on a mis en scène une procédure qui dit l'intention de justice procédurale. La justice distributive, c'est une autre chose, c'est à voir avec les actionnaires. Jean-Marc, juste derrière, là-bas. Deuxième rang à gauche. Merci beaucoup. Je vais intervenir en tant que représentant du personnel d'un siège social sur l'élément du temps. L'évaluation, c'est un temps fort dans la relation. Effectivement, c'est peut-être le temps où s'exprime le contrat de travail. Au moment donné, on va effectivement être dans l'échange autour du contrat de travail. Il y a une double sanction, il y a un caractère de double sanction finalement dans cet instant, dans ce moment très fort. La sanction c'est-à-dire au sens où le collaborateur, l'évalué, attend beaucoup de choses de cet entretien, qu'on consacre le travail, qu'on le légitime, qu'on le valide. Et l'autre acception de la sanction, c'est évidemment, on en a parlé tout à l'heure, la réputation, mais pas seulement, c'est également la sanction financière, parce qu'il y a de plus en plus, on l'a dit, et notamment pour les cadres, d'éléments variables dans la rémunération. Donc, le contenu en termes de charges émotionnelles, affectives parfois, parce que c'est aussi une relation du quotidien. Hein. L'évaluateur est souvent au contact au quotidien avec l'évalué. Donc la charge émotionnelle et affective qu'il peut y avoir autour de l'entretien lui confère une forme de sacralité. C'est-à-dire, moi, en tant qu'accompagnant, je le vois. C'est-à-dire qu'on nous sollicite en tant que représentant du personnel longtemps à l'avance en disant mais qu'est-ce qui va se passer, comment je vais être évalué, et longtemps après. Et l'après peut être aussi lourd de conséquences, puisque un entretien mal ficelé, mal engagé, où finalement la rencontre ne s'est pas faite, peut se transformer en rupture. Hein, on peut récupérer aussi des gens qui sont en rupture par la suite avec leur évaluateur, le manager, et parfois avec l'entreprise. Donc la question de la temporalité peut être posée. Est-ce que finalement, mais vous l'avez dit, Monsieur Dimanche tout à l'heure l'a dit dans la première table ronde, est-ce qu'il faut évaluer une fois par an? Est-ce que c'est une fois tous les mois, une fois tous les trimestres? À l'inverse, moi je suis intervenu sur un de mes sites il n'y a pas très longtemps parce qu'un chef de service avait eu la bonne idée de faire un peu ce qui se passe dans les stations-service. Vous savez, vous cliquez sur le petit bouton avec la figurine jaune, verte ou rouge, et je récupérais, entre guillemets, un de mes collègues qui, après une semaine d'évaluation avec la figurine rouge, est rentrée chez elle et n'est pas revenue le lundi matin parce que ne comprenant pas pourquoi tous les jours, tous les soirs, en partant du travail, sur le tableau, il y avait la petite
figurine rouge qui fait la tête, qui fait la grimace associée à son nom. Donc voilà, c'est vraiment la question de la temporalité, dans quel rythme je dois évaluer et être en relation finalement sur cette question de l'évaluation du travail avec le manager. Ok, on prend une autre question ici. On va essayer d'aller 12h30, pas trop après, de telle sorte que Pascal, qui a une contrainte horaire, lui puisse quand même répondre. Puis je voudrais aussi redonner la parole à Marc Véron sur la question de Xavier. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Maher, je suis élève ingénieur à l'école des ponts. Je voulais juste intervenir par rapport à un point. Où est-ce qu'il est l'humain dans tout ça, dans tout ce qui est évaluation? Vous m'entendez? Est-ce la reconnaissance peut avoir une dimension humaine? Et comment les indicateurs d'évaluation justement peuvent prendre en compte cette dimension-là? Parce que justement, je pense quant à l'évaluation, si on va évaluer, si on est bien dans les jalons d'un projet et c'est qu'on est invité à rester tard jusqu'à 22h le soir pour justement être sur ces jalons-là et puis s'évaluer clairement positivement auprès de nos managers, ou bien d'être efficace justement et puis avoir des relations plutôt humaines et de leadership comme vous venez de dire. Ok, merci. Je ne voudrais pas que Lubikou soit frustré. J'ai vu qu'il avait levé la main. On s'arrête à 32. Vous avez 1 minute chacun. Parce que j'ai vu qu'il y avait une autre main qui s'était... Oui, merci. Bonjour à tous. Donc voilà, ma question, c'est qu'en fait, j'étais surpris que dans les différentes interventions, on ait à peine évoqué la question de la coopération. Ça n'a pas été mis en avant. Alors moi, je voudrais vous citer un proverbe africain qui dit que tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je trouve qu'en fait, les Africains de ce côté-là ont inventé la performance collective bien avant les autres. Je crois que ça serait important de mettre ça en avant. C'est pour ça que je ne comprends pas quand Sylvie Joseph dit qu'il est difficile d'évaluer la contribution individuelle dans une performance collective. Donc en fait, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question de Jean-Paul. Je crois que la question, elle est centrale. J'ai l'impression qu'en fait, on ne veut pas mettre en avant l'apport de l'individuel dans la performance collective parce qu'on a peur de montrer que tout seul, finalement, on est assez grand pour se débrouiller parce qu'on s'est fait un peu tout seul, comme on dit le sketch de De Vos, quoi. Et pour moi, ça pose problème. Il y a un micro ici, là. Oui, d'abord, c'était sur une base vraiment de grand intérêt à... Il faut bien parler dedans. J'ai l'impression que finalement, ce qui est en train de se jouer, c'est au moment où on dit on n'a qu'à envoyer par-dessus bord l'évaluation, l'entretien. On dit enfin que c'est un simulacre et des conventions, un rituel, un rite de confirmation de la subordination. Mais au moment où c'est le système lui-même qui veut envoyer cette réalité par-dessus bord, c'est vrai que en fait, c'est un leurre. Parce que c'est pour remplacer, il y a une phrase grecque comme ça, on laisse le pire pour encore pire, quoi. Et que par rapport, et tout ça, c'est lié à la numérisation de la société, et que le risque, c'est d'avoir quelque chose qui va être vraiment, tout va être très individualisé, sans collectif, sans parole, sans entretien. Et ce qui me fait aussi réagir, c'est qu'effectivement, on psychologise les phénomènes et on dévalue la psychologie, la sociologie, tout ce qui est sciences humaines, qui sont vraiment des sciences, qui sont des approches où il faut créer des cadres qui ne sont pas des artifices, mais on crée des cadres avec des conditions qui permettent le dialogue, qui permettent une liberté de parole. C'est important l'artifice, mais l'artifice qui est valorisé. Et donc d'un côté, le côté humain, il est seulement émotionnel. Il y a une question aux intervenants. Est-ce qu'il y a une question aux intervenants? Comment vous voyez l'avenir? C'est-à-dire, face aux enjeux, comment intervenir? Bien. Il y avait une dernière intervention et je redonne la parole. Non, on va s'arrêter, désolé. Peut-être juste un complément. Donc, il me semble que derrière l'évaluation du travail se pose la question de la valeur du travail
Et donc, la question de la valeur ajoutée dans l'entreprise. De plus en plus souvent, le travail et la valeur ajoutée créée par l'entreprise, elle sera faite par une valeur travail qui ne sera pas produite localement, mais à l'étranger. Et je pense que cette question de la localisation du travail et de la valeur qu'on veut lui donner, le sens qu'on veut lui donner, elle va devenir de plus en plus importante. Et donc, il faut essayer de réfléchir également peut-être au sens qu'on va pouvoir donner à son travail dans l'entreprise et à peut-être l'impact de son travail sur la société. Pour peut-être le valoriser de façon plus juste, ce travail. Ok, merci. Marc Véron, je voulais vous redonner la parole précisément. Je vais bien commencer. Effectivement, pour répondre à la question et l'humain dans tout ça, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve dans plusieurs questions, là on est au cœur de ce que Pascal Huguetto a indiqué tout à l'heure, c'est qu'on a une évolution extrêmement forte au niveau social et sociétal, où pendant de nombreuses années, en fait, on a différencié ce qui était de la sphère privée et ce qui était de la sphère du travail. D'ailleurs, on parle d'évaluer le travail, on ne parle pas d'évaluer l'individu, hein, on évalue le travail. Moi, dans les formations que je faisais il y a 25 ans, dans les règles que l'on donnait, qui étaient de dire, faites bien la différence entre la personne et ce qu'elle produit. Et donc, on évalue ce qu'elle produit et pas l'individu. Et l'individu, je dirais, on le mettait à part parce qu'il n'avait pas lieu d'être. Et même, je veux dire, c'était même gênant parce que ça pouvait interférer à un moment donné. Si on pensait trop à l'individu et pas assez au travail, on avait quelque chose qui devenait tout d'un coup subjectif, alors que dans le fonctionnement taylorien d'une organisation, qui était le cas en fait de l'entreprise auparavant, dans ce fonctionnement taylorien, et bien justement, on est sur la production, sur quelque chose du plus rationnel et le plus objectif possible, et donc on avait sorti l'individu. Là maintenant, on ne peut plus le faire parce que les deux sphères se sont rencontrées, la sphère privée et la sphère professionnelle, et on ne peut plus aujourd'hui sortir complètement l'individu de l'évaluation. Et donc c'est une raison de plus pour faire évoluer le système. Comment le faire évoluer, et ça répondra à quelques questions. Il y a deux manières. Soit on garde en partie, je dirais, ce qui a été sacralisé, le simulacre, etc. Je suis assez d'accord, en fait, c'est un jeu de théâtre. Quand je formais les gens sur l'entretien, je veux dire, je les formais à un jeu de théâtre. Personne n'était dupe, c'est-à-dire c'était ce jeu-là, mais qui répondait à un besoin de l'entreprise. Et donc on le conserve, et puis on construit à côté quelque chose qui a un objet qui est un peu différent et qui va venir en complément. Ça, c'est une possibilité. C'est ce que j'avais fait, moi, quand j'étais intervenu pour une filiale d'EDF, qui avait un système assez comparable de ce qui avait été décrit là, dans la fonction publique, avec un système de notation où on ne pouvait pas changer la notation d'une année sur l'autre de plus d'un quart de point, machin, etc. Et les organisations syndicales d'ailleurs étaient très attachées à ce système-là qu'ils trouvaient égalitaire. On s'était rendu compte qu'il n'était pas possible de démonter en fait ce système-là parce qu'il y avait trop de symbolique et de sacralisation autour de ça, et donc il fallait le laisser. Et on a construit quelque chose à côté qui apportait beaucoup plus d'intérêt par rapport aux remontées de besoins de formation, la reconnaissance d'individus, etc. Donc c'est une possibilité. Et puis après, il y a une autre possibilité aussi, mais chaque entreprise, après, par rapport à sa volonté, ce qu'elle veut faire, qui est de casser le moule, casser le modèle et de repartir sur autre chose qui est différent. J'y crois pas trop. Je crois que ce qui est souvent le plus facile, c'est de garder au moins un bout de l'ancien et de construire le nouveau avant de tout démonter, parce que quand on reconstruit quelque chose, ça prend quand même un petit peu du temps. Et donc, si on peut garder la maison ancienne avant d'avoir déménagé, c'est pas mal. Marc, sur la sélection, un petit mot. Ça m'intéresse d'entendre l'URH quand même sur cette question. Alors, la sélection, elle est inévitable parce qu'on est dans un univers de compétition dans lequel il faut avoir toujours les meilleurs. Et quand on est dans le service, je dirais, on vend, bien entendu, je dirais, cette expertise, le fait de la personne qui est reconnue, etc. Donc, ces personnes-là, je veux dire, c'est les personnes clés. Je veux dire, quand on est DRH dans une boîte d'informatique, c'est un des sujets essentiels qui est de vraiment retenir ses meilleurs. La difficulté, c'est que souvent, en fait, on s'appuie sur le passé et on ne sait pas trop comment évaluer le potentiel. Et donc, il y a toujours un biais, en fait, de regarder un potentiel à partir de sa performance et pas par rapport à son devenir. Et on oublie
parfois et malheureusement que la sélection, elle ne se fait pas simplement par rapport à des critères de compétences rationnelles, mais elle se fait aussi beaucoup par rapport à la motivation. Et donc là, je reviens et je reboucle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un, et moi j'en ai vu quelques-uns, je veux dire des gens vraiment extrêmement brillants, polytechniciens, centraliens, HEC, etc. Des gens, je veux dire, qui avaient un parcours qui était complètement exceptionnel et qui, à un moment donné, m'ont dit, mais moi, je n'ai pas envie d'être manager, je n'ai pas du tout envie. Et donc, il y a quand même l'aspect motivation à prendre en compte et qui va faire qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont envie, des gens qui n'ont pas envie. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, la sélection, elle va se faire de manière darwinienne, entre guillemets, plus en fait par le système lui-même, parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, vont avoir la compétence, le potentiel et l'envie et vont arriver à s'imposer par la réputation en partie, mais pas que. Et ça ne se fera pas par la hiérarchie, une people review ou un comité carrière. Merci Marc. Pascal, parce que je sais qu'il a une forte contrainte, il doit être à la gare de Lyon à 13h, c'est ça? Ça va être compliqué. Non, un tout petit peu après, c'est pas grave. Sur la sélection, je peux repartir là-dessus, justement. Je pense que ça renvoie à ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que la sélection, elle fait partie des conventions que l'on partage, autour desquelles on interagit, autour desquelles on raisonne. Dans certains cas bien précis, dans une SS2I, on sait que soit on joue le jeu de la sélection, soit vaut mieux aller se faire embaucher dans l'entreprise cliente. Et donc, quand on sent qu'on a épuisé ses forces et qu'on ne va plus réussir à jouer ce jeu de la sélection, on se prépare à aller ailleurs. C'est ça que tu cherches? Merci. On se prépare à aller ailleurs. Donc, la question, elle est là de la transposabilité, en quelque sorte, de ces conventions ailleurs, dans d'autres contextes où, d'une certaine manière, on peut avoir des évolutions où des individus sont davantage préparés à accepter les logiques de sélection qu'ils pouvaient l'être autrefois éventuellement, ou où ils peuvent avoir des attentes contradictoires, ils peuvent être navrés de voir qu'en fait tout le monde est, à la fin de l'entretien d'évaluation, grosso modo jugé de la même manière, et que dans le fond, quand j'ai un peu plus donné que les autres, de toute façon l'autre s'en sort aussi bien que moi. Comme il peut y avoir à un moment des attentes de plus grande homogénéité. Donc, il y a des attentes extrêmement ambivalentes. En tout cas, ces conventions autour de la réputation, elles valent dans certains univers et elles permettent justement d'installer un certain modèle d'évaluation. La question, c'est comment est-ce qu'on n'est plus dans ces univers un petit peu spécifiques, comment est-ce que ça se rejoue? Quels sont les compromis qu'on en établit avec le reste sans affecter le contrat social, en quelque sorte. La confiance, la relation de confiance des salariés avec leur entreprise. C'est peut-être ça un peu la dimension humaine qu'il faut prendre en compte. Tout ça dans des organisations où finalement, on a bien vu tout à l'heure dans le cas du groupe Hervé qu'il y a quand même des conditions particulières qui sont réunies ici pour que finalement on joue un jeu un petit peu différent. C'est que le groupe Hervé, visiblement, n'a pas comme actionnaire un fonds d'investissement vautour. Et par conséquent, il y a une certaine gestion du temps. Il y a une possibilité laissée aux équipes, en fait, de construire leurs propres objectifs. Dans la plupart des organisations dans lesquelles nous vivons, les objectifs, en fait, ils sont très poussés du haut et ils ont une dimension impérative. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à tirer tout le monde vers ces objectifs et en même temps les laisser faire. Donc, vous voyez, il y a ici des choses qui se cherchent et qui n'ont pas de réponse aussi bien établie que ça. Parce que, précisément, tout à l'heure, la question était posée de savoir si on doit tout faire à la fois. Moi, je pense que la crainte qu'on puisse avoir, c'est que les entreprises demandent tout et son contraire, désormais, et demandent à la fois de faire du collaboratif, etc., et lâchez-vous, et n'ayez pas d'objectif de court terme, et soyez capable de donner, et en même temps, maintien d'indicateurs, de process, etc., où là, on met les gens dans des contradictions. Merci Pascal. Et tu souhaitais réagir un petit peu également, il y avait des questions autour de la coopération. Un point autour de la coopération. Mon propos tout à l'heure, et désolé s'il a été mal compris, mais ça n'était pas de dire qu'effectivement,
il ne fallait pas aller vers la valorisation et la reconnaissance de l'apport individuel dans un collectif, bien au contraire. Je soulignais juste la difficulté de bien mesurer et bien objectiver ces choses-là, mais moi je suis convaincu à la fois que ça peut formidablement accompagner la transformation des entreprises aujourd'hui, et particulièrement la transformation dite digitale ou sous l'impact du digital, et que c'est un très bon moyen, de mon point de vue, de redonner la primauté justement au collectif et à la part individuelle dans ce collectif, et si possible des petits collectifs, et donc à la part de l'humain. Et d'autre part, de remettre le manager au centre de ce sujet de l'évaluation et de l'appréciation, parce que quelque part sur un petit collectif, tendu vers un objectif commun, c'est le seul, à mon sens, qui soit capable de l'apprécier à sa juste valeur. Maintenant, il faut savoir l'objectiver, et peut-être que le sujet, c'est de travailler autour de la notion peut-être d'engagement, justement, qui est un élément assez fondamental de la performance de l'entreprise et du collectif au premier chef. Merci. Sur lequel on a un vrai problème en France. Absolument. Merci Sylvie, merci Pascal, merci Marc, je crois qu'on peut les applaudir. Merci à vous.